Public Sénat, France 24 et RFI présentent Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. Depuis le 1er janvier, pour 6 mois, c'est le Portugal qui a pris la présidence tournante de l'Union européenne, avec un agenda chargé sur le front pandémique, économique, alors que l'Europe se reconfine à grande vitesse et se vaccine au ralenti. Voilà pourquoi nous rejoignons aujourd'hui en duplex de Lisbonne Augusto Santos Silva. Bonjour, vous êtes le ministre des Affaires étrangères du Portugal. Vous avez été aussi ministre de la Culture, des Affaires parlementaires, de la Défense et donc des Affaires étrangères à partir de 2015 dans le gouvernement d'union de la gauche dirigé par Antonio Costa. Alors, il se trouve que vous prenez la succession d'une présidence allemande qui a été particulièrement efficace sur des dossiers difficiles. Les fonds de relance, le budget européen, le Brexit, la coordination européenne pour l'achat des vaccins. Et vous vouliez mettre, votre présidence, puisque vous êtes un gouvernement socialiste, sous le signe de l'Europe sociale. Et maintenant, quelle est votre priorité des priorités en ces temps difficiles ? La priorité des priorités, c'est la relance. Et pour faire la relance, il faut améliorer notre réponse sanitaire à la pandémie. Alors je dirais que c'est la priorité la plus urgente et la plus importante parce qu'il faut mettre sur le terrain les instruments financiers dont vous avez déjà parlé, le fonds de la relance et le budget pluriannuel. Pour ce faire, il faut accélérer le processus des ratifications nationales des décisions prises par l'Union européenne au cours de 2020. Et puis, il faut accélérer aussi le processus de vaccination de notre population parce que c'est une condition nécessaire pour la relance. Alors, votre pays, le Portugal, est actuellement très frappé par cette deuxième vague, l'un des pays les plus infectés au monde, alors que vous aviez été épargné par la première vague. Aujourd'hui, les autorités sanitaires reprochent à votre gouvernement d'avoir été trop permissif cet été pendant les dernières fêtes pour sauver le tourisme, l'économie. Qu'est-ce que vous avez à répondre ? Est-ce qu'il y a eu une erreur de votre part ? Le fait, c'est que le Portugal, dû ses relations très proches avec le Royaume-Uni, est un des pays européens maintenant le plus frappé par la mutation britannique du virus, et ça explique 30% des cas qui ont été découverts au Portugal les derniers jours. Bientôt, bien sûr, il y a aussi un effet des fêtes de Noël. On a pris la décision de fermer les écoles, toutes les écoles à tous les niveaux pendant une quinzaine pour éviter la contamination du virus. Alors, je crois que janvier va être un mois très difficile. Peut-être février sera aussi un mois dur, mais avec la progression de la vaccination et avec les effets des mesures de confinement, on espère que pendant le printemps, les choses se calment et jusqu'à la fin de l'été, on peut vacciner plus de la moitié des Portugais adultes pour que l'effet de groupe puisse se produire. Jeudi soir se tenait à Bruxelles en visioconférence un sommet européen sur la lutte coordonnée contre la pandémie. Il n'a pas été décidé de tests PCR harmonisés pour voyager entre les pays européens. Pour le moment, l'Allemagne, elle, demande plus. Elle veut l'harmonisation totale des ouvertures de commerce, des mesures de confinement. Alors, vers qui il faut tendre finalement ? En ce qui concerne les mesures de confinement, en ce qui concerne les mesures de restriction sur la circulation des personnes, des gens, il faut être coordonné. C'est là une priorité. Une deuxième priorité, c'est d'accélérer le processus de vaccination. Bien sûr, ce vaccin
a été celui qui est le plus vite produit et distribué dans l'histoire de la vaccination universelle. On ne doit pas oublier ça. Et le processus d'achat conjoint de toute l'Europe a été vraiment un fait très important pour l'efficacité de notre vaccination dans tous les États membres. On espère que l'Agence du médicament européenne puisse approuver le nouveau vaccin, celui qui a été développé par l'Université d'Oxford et par AstraZeneca, parce que ça permettra de changer d'échelle. Précisément sur la vaccination. C'est vrai que les 27 ont choisi de déléguer à la Commission le fait de passer la commande des vaccins, mais on voit aujourd'hui que certains pays font cavalier seul. C'est le cas par exemple de la Hongrie qui s'apprête à passer des commandes du vaccin russe, le Sputnik V. Est-ce que c'est vraiment autorisé et quelles sont les conséquences? Est-ce que, encore une fois, l'Europe se retrouve divisée? Je crois que les conséquences seront négatives pour la Hongrie elle-même. Nous sommes tous les États membres, du moins 26 sur 27 États membres, nous sommes engagés dans un processus d'achat conjoint et ce processus d'achat conjoint, c'est vraiment important pour nous tous. Et ceux qui essayent de trouver un channel, un parcours, un chemin alternatif au chemin de la coopération européenne, je crois qu'ils n'auront pas de chance, ils ne seront pas gagnants. Parce que c'est le plus efficace le moyen le plus efficace que nous avons en Europe pour accélérer la vaccination gratuite, universelle de tous les gens, c'est l'effort européen. Là aussi, on dit, est-ce qu'on a commandé assez? Est-ce que finalement, ça correspond à des commandes de la Commission déficiente, une livraison des industriels trop lente? Parce que si on veut vraiment protéger 70% des adultes fin août, on n'a pas le rythme qu'il faut partout en Europe. Mais le problème, ce n'est pas le nombre des vaccins qui ont été commandés. On a commandé plus d'1 milliard de vaccins et nous avons 460 millions de personnes habitant l'Europe. Le problème, c'est que, évidemment, on ne produit pas 1 milliard de vaccins sur l'instant et on n'administre pas 1 milliard de vaccins sur l'instant, alors ça prend du temps. Il faut préserver toutes les mesures de restriction, toutes les mesures sanitaires de protection pendant que la vaccination se fait. Alors c'est vrai que cette vaccination, elle suscite des polémiques de tous ordres et notamment aussi parmi la population. Il y a encore pas mal de défiance à l'égard de ces vaccins parce qu'ils sont totalement nouveaux, des technologies révolutionnaires qui n'ont jamais été utilisées sur des hommes jusqu'à maintenant. La France est en tête des vaccinos-sceptiques avec 46% encore de sceptiques, d'où le succès des infox sur les vaccins. Mathilde Bénézet passe au crible l'une des fausses nouvelles qui circulent le plus sur les réseaux sociaux en Europe. Bill Gates va-t-il nous implanter des puces 5G avec le vaccin contre la Covid-19 ? De nombreux internautes accusent le philanthrope américain d'avoir créé ce virus pour prendre le contrôle de la population en injectant des puces de géolocalisation 5G via ces vaccins. Et les célébrités ne semblent pas immunisées contre ces théories complotistes. En mai dernier, l'actrice française Juliette Binoche, suivie par plus de 300 000 abonnés sur Instagram, poste sur son compte. Ce sont des opérations organisées par des groupes financiers internationaux, principalement américains, depuis longtemps. Ils manipulent, sans être parano. Les vaccins qu'ils préparent en font partie. Mettre une puce sous-cutanée pour tous, c'est non. Non aux opérations de Bill Gates, non à la 5G. C'est évidemment faux. Cette théorie du complot mélange 3 différentes initiatives financées par la Fondation Gates. La recherche d'un vaccin contre la Covid-19, pour laquelle Bill Gates a fait don de 250 millions de dollars depuis le début de la pandémie.
Le programme Digital ID 2020, qui vise à offrir aux personnes sans papier une carte d'identité et un carnet de santé numérique, et des recherches du MIT pour le développement de vaccins injectant une encre dans la peau. Comme un tatouage, cette encre, lisible uniquement grâce à une lumière infrarouge, permettrait de savoir qui a été vacciné ou non. Mais ces 3 projets n'ont pour l'instant absolument aucun rapport entre eux. Par ailleurs, il est techniquement impossible d'injecter un traceur GPS via un vaccin. Aucune technologie de géolocalisation ne peut fonctionner sans l'aide d'une grosse batterie à recharger régulièrement. À moins de s'accrocher une énorme batterie autour du cou, c'est tout simplement irréalisable. Augusto Santos Silva, comment lutter contre ces infox? Est-ce que vous avez une proposition à nous faire? Pourquoi pas? Est-ce que les dirigeants européens peut-être pourraient donner l'exemple en se faisant vacciner? Oui, bien sûr, et il faut lutter contre ces mensonges avec les instruments typiquement européens, la raison, la science, l'expertise, et il faut évidemment que les hommes et les femmes politiques, mais aussi les médias, s'engagent dans une communication publique stratégique pour montrer que les vaccins sont tout à fait totalement confiable. Dans plusieurs, je crois, la majorité des États membres, dans le Portugal, les gens ont une anxiété parce que pour elles, la vaccination devrait être immédiate. Alors, il n'y a pas une défiance, il y a une certaine anxiété parce que tout le monde voulait être vacciné aussitôt que possible. Alors les Européens, c'est un chapitre diplomatique évidemment qui vous intéresse au plus haut point, ont salué l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche outre-Atlantique qui ira réintégrer immédiatement l'accord de Paris sur le climat. L'Union européenne veut d'ailleurs lui proposer un nouveau pacte fondateur transatlantique, mais sur le commerce, sur la présence dans l'OTAN, est-ce que Biden ne va pas marcher un petit peu discrètement dans les pas de Donald Trump ? Je ne crois pas. L'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche représente aussi une autre relance, la relance de l'alliance euro-américaine, la relance de la relation très proche entre l'Union européenne et les États-Unis. À ce niveau, l'administration Trump a été l'exception. La règle, c'est un très bon dialogue entre l'Europe et les États-Unis, y inclut sur des thèmes qui sont des thèmes difficiles. Alors, j'espère 2 choses. J'espère que les Américains nous rejoignent sur le plan des Nations Unies, sur le plan de l'action climatique, sur le plan du développement soutenable et de la coopération avec les pays en train de développement. Mais j'espère aussi, deuxième chose, que sur les aspects difficiles, dont la taxation des grandes entreprises technologiques numériques et le commerce, où il y a des difficultés, où il y a des divergences entre l'Europe et les États-Unis, ces divergences puissent être adressées d'une façon moins agressive. Alors, nos amis américains, ils ont envie effectivement de renouer avec l'Europe, mais ils sont très sensibles sur la question de la Chine. Or, les Européens ont signé le 30 décembre, quelques jours avant l'investiture de Joe Biden, un accord d'investissement avec la Chine assez controversé, critiqué par les conseillers de Joe Biden. Et on sait, vous êtes bien placé pour le savoir, que les Américains n'aiment pas trop les investissements chinois en Europe, notamment chez vous. Ils n'ont pas envie que les Chinois investissent, construisent le port de Sines. Alors, quel est le point d'équilibre ? Bon, d'abord, permettez-moi de dire qu'il y a aussi des fake news sur l'investissement étranger au Portugal. Les Chinois n'ont pas construit le port de Sines. Le port de Sines existe
depuis, je crois, une cinquantaine d'années. Il est la propriété de l'État portugais et il est dirigé par une compagnie de Singapour. Maintenant, sur la question de l'accord entre l'Europe et la Chine, c'était un accord de principe. Il faut travailler, avec du temps, avec du souci, avec la profondeur analytique qui est nécessaire. Et la présidence portugaise va le faire avec la Commission et le Parlement européen pour que les choses soient claires. Monsieur le ministre, sur le plan diplomatique, alors autre grand sujet quand même du moment, l'opposant russe Alexeï Navalny a survécu en Allemagne à son empoisonnement. Il est courageusement rentré en Russie, incarcéré. Il est devenu une figure face à Poutine pour l'Europe. Or, cette Union européenne, elle a besoin du gaz russe. Est-elle prête à prendre davantage de sanctions pour favoriser la démocratie russe? Nous avons déjà demandé la libération de M. Navalny. On a critiqué son arrêt à son arrivée à Moscou et nous espérons que les autorités russes comprennent l'importance de respecter les droits fondamentaux de M. Navalny et comprennent aussi la question vraiment politique qui se pose à ce moment, parce qu'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'état de droit. Si vous ne respectez pas les droits fondamentaux de l'individu, si vous ne permettez pas que l'opposition puisse s'exprimer. Alors on entend une réponse russe à nos demandes et nous espérons que cette réponse soit positive. Merci à vous d'avoir été en notre compagnie. Vous restez bien sûr sur notre antenne. Dans la seconde partie, nous revenons sur ce thème des fake news, des fausses nouvelles et de la réponse européenne quand ma camarade de Public Sénat m'aura rejoint sur ce plateau. C'est tout de suite. Bienvenue au Parlement européen pour notre débat. Combien avez-vous partagé de tweets, likes, émoticônes cette semaine? Notre vie quotidienne et sociale est désormais envahie par les réseaux sociaux, encore plus sollicités en plein confinement pandémique. Mais font-ils le bien et concourent-ils à la bonne santé de notre mental et de nos démocraties? L'Union européenne s'en méfie en tout cas et hausse le ton à travers le Digital Services Act, présenté le 15 décembre par la Commission. Il incite les plateformes regroupant plus de 45 millions d'utilisateurs tels Google, Facebook, Twitter, YouTube à modérer leur contenu pour lutter contre la haine virtuelle. Alors, faute de régulation outre-Atlantique, Twitter, Facebook, YouTube, etc. ont coupé l'accès à ces comptes à Donald Trump après l'insurrection contre le Capitole, mettant fin à 4 années d'outrance sur les réseaux sociaux. C'est une première qui fait d'ailleurs polémique ici, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Pour en débattre, nous avons invité 2 eurodéputés aujourd'hui. Fabienne Keller, bonjour, députée européenne Renew, donc le parti présidentiel en France. La France qui a introduit d'ailleurs un amendement sur les réseaux sociaux pour une modération plus stricte des contenus illicites et de plus lourdes amendes. Et puis nous sommes face aujourd'hui à Saskia Brikmont, bonjour, députée européenne belge pour Les Verts, qui s'inquiète effectivement d'une possible censure du législateur. On va en parler. Mesdames, pour qu'on comprenne bien vos positions de départ, en quelques mots, est-ce que vous êtes pour légiférer, pour contraindre les réseaux sociaux, ou doivent-ils mieux s'autoréguler? Saskia Brikmont. Je pense qu'il est essentiel de réguler l'action particulièrement des plateformes monopolistiques. Donc, ils sont 5 grandes plateformes, les GAFAM, qui aujourd'hui ont le monopole. Et il faut absolument les réguler parce que ce qu'on a vu dans le cas de Trump, et puis il y a d'autres exemples, mais le cas de Trump est quand même emblématique. Il n'appartient pas au CEO de plateformes privées de décider quelle est la parole légitime ou pas, et de décider à un moment donné de réguler un espace public selon des considérations de plateformes privées. Et puis cette décision a été prise dans un contexte
sans doute trop tardif aussi, au moment où les démocrates sont en majorité. Et peut-être, avec un cadre régulatoire, ça aurait pu être fait avant. Fabienne Keller, pour ou contre une législation en la matière? Il est clair qu'il faut que l'Europe encadre ce qui circule sur les réseaux sociaux, sur les outils numériques. Tout le monde y a accès, les petits et les grands. Certains de ces contenus sont particulièrement violents. L'Europe vient d'ailleurs d'avoir une avancée forte sur les contenus terroristes. Cela, il y a un accord sur le principe du fait qu'ils doivent être retirés. Et le texte sera adopté le mois prochain. Donc nous avançons. La Commission propose d'encadrer les contenus illégaux. Mais il nous faut un débat parce qu'il faut un bon équilibre entre protection contre des contenus dangereux, haineux, qui se diffusent de manière très, très horizontale. Et puis cette protection qu'on doit à tout le monde et le caractère même dangereux. Parce qu'on voit que plus les tweets, les messages sont violents, et plus ils se diffusent vite. Alors, donc justement, les réseaux sociaux sont aussi un outil qui est très utilisé par les extrémistes, voire les complotistes ou ceux qui défendent des thèses. Ou le président américain, parce que 4 ans de tweets intempestifs, un appel sur les réseaux sociaux à marcher sur le Capitole pour ses partisans, symbole de la démocratie américaine tout de même, des comptes du président coupés d'un seul coup d'un seul. Quelle leçon pour nous les Européens? Alors Donald Trump, c'est vraiment l'homme du populisme. Des mots chocs, violents, des appels antidémocratiques, clairement, appelés à marcher contre le Capitole, ne pas condamner clairement, une fois que les manifestants sont à l'intérieur, au prix de 5 vies quand même, donc on est sur quelque chose d'extrêmement violent. L'Europe doit pouvoir légiférer pour éviter cela. On est dans une grande liberté aux États-Unis et des excès qui ne sont pas régulés. Donald Trump qui a pratiqué une forme de politique qui est intolérable, qui n'est pas la politique où on débat des idées, mais où c'est choc contre choc. Je crois que l'Europe ne veut pas se laisser entraîner. Et en tout cas, nous portons une vision plus apaisée, plus respectueuse de l'autre, des échanges en politique. Parce qu'il n'est pas légitime, selon vous, pour un réseau social et des patrons de géants numériques de décider de censurer des milliers d'utilisateurs, même si c'est au nom de la lutte contre la violence? Effectivement, il faut un cadre légal d'abord et que les décisions soient prises par le pouvoir judiciaire. Pour moi, c'est essentiel et c'est sans doute là aussi qu'on peut diverger dans les points de vue puisque certains groupes politiques portent la proposition de donner la possibilité aux plateformes d'accéder au contenu de nos conversations privées aussi pour le retrait notamment de contenus tels que le contenu terroriste. Et là, on dit attention aux libertés fondamentales parce que toucher aux conversations privées, au contenu privé, c'est comme toucher au courrier postal. Ce serait autorisé, la Poste, d'ouvrir notre courrier et ça, aujourd'hui, c'est interdit. Et donc, il faut aussi appliquer au monde digital des règles qui protègent les données fondamentales tout en luttant contre les propos haineux, xénophobes, les appels à la violence et tout ce qui peut être liberticide et problématique aussi, tout ce qui concerne le harcèlement. Enfin, en ligne, ce sont des tendances que l'on voit d'autant plus fortement aujourd'hui que nous sommes confinés et que le monde du digital a finalement envahi les maisons aussi. Donc, il y a vraiment un cadre public à y mettre et des normes. Par exemple, par rapport aux algorithmes, faire en sorte qu'il y ait davantage de transparence sur la collecte des données, leur utilisation, le choix des données. Une autre possibilité que l'on porte chez les Verts, c'est d'interdire les ad tech. Donc tout ce qui concerne la publicité avec reconnaissance des données et du profil de l'utilisateur pour cibler des publicités. On voit maintenant qu'il y a une tendance de certains publicitaires à retirer leurs marques de plateformes comme Facebook parce qu'ils ne veulent pas être associés, apparaître sur la même page que des propos haineux ou incitants. Ça a été le cas d'ailleurs pour Donald Trump aussi. Il y a eu ce problème de retrait de la publicité de ses comptes. Alors finalement, est-ce que ça ne donne pas un peu raison que cet épisode américain a une Europe qui, elle, a produit un Digital Act, 2 Digital Acts d'ailleurs, pour encadrer les dérives des contenus. Est-ce que ça n'est pas une démarche du coup légitimée? Oui, tout à fait. L'Europe veut affirmer sa souveraineté dans la maîtrise des défis du numérique. Ils sont de plusieurs ordres.
Le texte sur la Digital Service Act traite plutôt de cette partie, les contenus illicites, les grands principes qui doivent réguler ces outils numériques. Et puis le Digital Market Act, c'est plutôt la question de la concurrence et de la compétitivité. On voit bien qu'on est piégé dans un système où plus on est gros, quand on est une plateforme numérique, plus on maîtrise ses clients. Donc on devient encore plus gros, on absorbe les petits qui pourraient émerger, ce qui empêche une véritable concurrence de se mettre en place. Ça, c'est l'enjeu de ce deuxième texte. Il dit j'ai embauché des gens pour modérer. Il y a 13 000 personnes qui modèrent les contenus. Alors sur cette question de la modération, il y a la question de l'encadrement légal. C'est important. Après, il y a un défi sur la vitesse d'exécution. Et c'est là que nos avis sont un petit peu différents. Nous pensons qu'il est important de protéger, notamment quand les contenus sont particulièrement dangereux, donc terroristes, haineux, pédopornographiques, des contenus qui sont porteurs de danger en soi, et plutôt exiger le retrait tout de suite et prendre le temps des vérifications et corriger et rééditer le contenu si nécessaire, plutôt que d'attendre une décision judiciaire qui serait longue. Et la novation, c'est aussi le caractère transfrontalier de l'injonction, puisque souvent, par exemple, un contenu dangereux peut être vu dans un pays, mais la plateforme être hébergée dans un autre pays européen. Et donc, dans le cas des retraits des contenus terroristes, on a pris cette décision. Ça a été approuvé dans notre commission Libé et bientôt au Parlement européen. Nous retrouverons le débat pour le retrait des contenus haineux ou illicites. On voit efficacité versus sécurité juridique. Il faut clairement que plus l'outil d'encadrement est puissant, plus le contre-pouvoir, la surveillance du respect des libertés individuelles soit assurée dans le même temps. Sur la question des délais, on est d'accord. Donc le fait que les plateformes puissent retirer un contenu, puis qu'il y ait une confirmation judiciaire de la non-conformité avec injonction de retirer définitivement le contenu ou de le remettre s'il s'avère que ce n'était pas un contenu problématique. Ici, on parle du terrorisme, on peut parler aussi d'autres types de contenus. Dans le cas du terrorisme, ce qui nous pose réellement problème, c'est que l'État, donc dans le cadre de la coopération transfrontalière, sera chargé de définir l'autorité compétente. Pour nous, ça doit être l'autorité judiciaire. Ça ne peut pas être une autorité publique, un cabinet ministériel par exemple, parce qu'on voit dans les pays où il y a un recul de l'état de droit, prenons la Hongrie, prenons la Pologne, on pourrait recevoir en tant que Belge, en tant que Français, une injonction du gouvernement hongrois ou polonais de retirer un certain type de contenu au nom de la lutte contre le terrorisme, au nom de contenu terroriste, même si la Belgique ou la France a estimé qu'il ne s'agit pas de contenu terroriste. Et quelles sont les dérives pour les droits fondamentaux là? C'est précisément que si ça va à l'encontre des intérêts de la Pologne ou de la Hongrie dans un contexte de recul de l'état de droit et d'autoritarisme, eh bien des communautés LGBTQI pourraient à un moment donné, des opposants politiques pourraient à un moment donné être concernés. Et c'est là que les garde-fous doivent être beaucoup plus solides que la proposition qui est sur la table. Alors je voudrais rappeler que sur ce texte tel qu'il est proposé maintenant, des garde-fous ont été mis pour les États membres qui sont sous procédure de l'article 7. Un bilan sera établi après 1 an, d'une part 2 ans de mise en œuvre. Donc votre préoccupation a été prise en compte, peut-être pas suffisamment pour vous, mais clairement la question des États membres qui ne respectent plus l'état de droit, c'est-à-dire l'indépendance de la justice en l'occurrence, pose problème dans toute la législation européenne. C'est vrai, pour les pays où l'article 7 est enclenché. Mais combien de temps ça a pris à la Commission européenne pour qu'on y arrive? Et donc ce sont les pires cas de figure aujourd'hui. Mais il y a quand même aussi une tendance à avoir d'abord des définitions différentes de ce qu'est le terrorisme entre nos États membres. Et puis on voit aussi en France, par ailleurs, qu'il y a une évolution du discours par rapport à une forme sécuritaire et un certain type d'information qui, je ne dis pas que c'est le cas aujourd'hui, mais les dérives sont possibles et on estime que les garde-fous actuels en termes de droits fondamentaux ne sont pas suffisants. Et dans ce Digital Service Act, il est prévu que les plateformes doivent réagir aux notifications en effet d'un contenu illicite par les autorités administratives ou judiciaires. Et ça, vous êtes d'accord toutes les deux là-dessus, mais sans obligation claire de retrait. Alors c'est quand même très limité, Fabienne Keller. Alors ça fera l'objet du débat. C'est une proposition de la Commission. Si les contenus sont illicites, c'est-à-dire qu'ils permettraient une procédure judiciaire, s'ils étaient, par leur nature, on ne voit pas pourquoi on ne demanderait pas leur retrait. Nous débattrons aussi
de l'harmonisation, de la définition de ces contenus illicites. Pour l'instant, il est prévu effectivement que c'est les autorités nationales. Pour le terrorisme, par contre, le texte intègre la définition des contenus terroristes. Et en France, pour ce cas-là, c'est une plateforme indépendante de l'État, indépendante du gouvernement, et qui est sous l'autorité de la police et de la gendarmerie judiciaire, de la partie judiciaire de notre... donc du ministère de la Justice, de manière justement à garantir cette indépendance et ce contrepoids. Dans cet acte, quand même, ce qui est ambigu, c'est que s'il y a manquement pour une de ces grosses plateformes, bien sûr, qui est révélé, les sanctions pécuniaires peuvent aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires annuel de la plateforme en question, ce qui a l'air beaucoup. Simplement, en effet, il y a beaucoup de volonté, mais très peu de contraintes pour les plateformes. Alors, est-ce que cette sanction financière, elle est seulement réaliste? Est-ce qu'on l'appliquera jamais? Elle l'est, et elle l'est pour les grandes plateformes qui ont des moyens derrière de retirer du contenu, de faire le travail qu'on leur demande. Par contre, pour les plus petites plateformes qu'on veut encourager, puisqu'on veut davantage de diversité, de diversification des plateformes pour casser le monopole des GAFAM, et ce texte-là ne s'adresse pas à ces petites plateformes. Sur le Digital Services Act, c'est un problème parce qu'il ne répond pas à la problématique du monopole. Sur la question spécifique du terrorisme, là, ce à quoi nous, on se heurte, c'est effectivement l'injonction de retrait qui, si elle n'est pas mise en œuvre, peut entraîner une amende, ce qui est problématique pour les plus petites plateformes telles que c'est formulé aujourd'hui dans le texte. Par contre, il faut aussi qu'en corollaire, il y ait un renforcement des moyens judiciaires et de police pour que tout ce travail puisse être mené par des ressources humaines, qu'il y ait des gens derrière ce travail-là. Pas des algorithmes pas des qui robots, choisissent, pas des algorithmes qui choisissent, et qui aient vraiment les moyens dans les mains de la justice pour faire ce travail-là. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui dans nos différents États membres. Et qu'ensuite, il y ait ce suivi avec mise à l'amende effective s'il n'y a pas de suivi qui est fait par les plateformes. Voilà, avec le Digital Services Act, un débat européen, mais l'Allemagne en 2018, elle s'est déjà dotée d'une loi obligeant les réseaux sociaux à retirer dans les 24 heures. Et là, il y a un délai assez rapide, un contenu haineux. On en a un petit peu parlé avant. La France propose, elle, un abonnement anticipant, le Digital Services Act. 2 pays qui régulent dans leur coin en amont. C'est efficace? C'est 2 pays qui ont vécu en leur sein des attentats, des événements extrêmement violents qui les ont conduits à souhaiter s'organiser tout de suite. Alors 24 heures, c'est rapide et c'est lent à la fois. Parce qu'un contenu, au bout de 24 heures, il est déjà vieux. Dans le texte sur le terrorisme, c'est 1 heure. Pour éviter un contenu dangereux, il est souvent très viral, il se diffuse très vite. Alors regardons les choses de manière positive. C'est déjà 2 expériences d'organisation judiciaire qui pourraient être connues des autres États membres pour voir comment on peut démarrer un travail. Qui a fait polémique en France sur la loi Avia tout de même. Alors je n'évoque pas la loi Avia qui avait une partie anticonstitutionnelle, mais la plateforme Pharos par laquelle n'importe qui peut dire qu'il a vu un contenu terroriste. On a un début d'expérience. Exactement. Mais la doit généraliser Commission espère mettre en place ces Digital Act début 2022. Au vu des mouvements populistes, de la multiplication des fake news, notamment sur la pandémie, ça paraît loin. Ça paraît loin, c'est tout le processus législatif, mais ce qui est important, c'est d'éviter la fragmentation et des règles disparates en fonction des États, parce que le digital, par définition, n'a pas de frontières. Et donc, il faut que les règles soient claires pour les plateformes sur le marché européen, pour l'ensemble des pays européens. Idéalement, il faudrait une régulation internationale pour encadrer l'action de ces plateformes du numérique, pour que les règles soient communes à tous et appliquées dans tous les pays. Le chemin paraît compliqué au niveau international et donc au niveau européen, il est essentiel de réguler, de mettre un cadre et effectivement, le plus vite sera le mieux parce qu'on sait que les conséquences, notamment des fake news, sont dévastatrices. Merci à vous d'avoir très bien illustré ce débat. Merci, vous restez sur nos antennes pour la suite des programmes.